Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 26 janvier, tout de suite les titres de ce journal. Nouvelle décision attendue au Burkina Faso, militaires et gouvernement en conclave. Libye, le Parlement poursuit ses concertations pour la formation d'un gouvernement. Économie pétrole, le Brent de la mer du Nord dépasse les $90, une hausse de 2,60%. Et le président de la Ceuta exhorte le gouvernement espagnol à imposer des visas Schengen pour accéder à l'île. Le Burkina Faso, dans l'attente de nouvelles décisions à l'issue d'une réunion entre militaires et gouvernement. La réunion se déroule dans le camp militaire de Babassi, à Ouagadougou. Le président déchu, Christian Kaboré, toujours aux mains de l'armée. Sofiane Baroudi. Peuple du Burkina Faso. Après un long dénouement, le coup a été acté au Burkina Faso par la lecture du communiqué numéro 1 du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par des jeunes officiers qui ont déposé le président François Roch Kaboré. Ce mouvement, qui appelle à l'adhésion populaire, ouvre un nouveau cycle politique en Afrique de l'Ouest. Oui, il y a cette jonction qui s'exprime déjà par un appel ouvert depuis un moment par les populations civiles. Vous savez que dans l'atmosphère ouest-africaine, le coup d'État est détaboutisé. Ce n'est plus un tabou. Pour les populations et tout le monde se permet de dire avec légitimité que face à l'incapacité révélée et répétée des autorités publiques et politiques de la région à gérer les États, il ne faut pas se gêner d'un coup d'État. Une réunion avec le gouvernement du président déchu a été convoquée par le MPSR aujourd'hui au camp militaire Babassi et devra vraisemblablement définir les termes de la transition engagée dans ce pays. Un scénario à la malienne est probable. Certains observateurs évoquent la recherche d'un soutien citoyen que les jeunes officiers demandent face aux figures du régime accusées de corruption et de collusion avec les intérêts rapaces. Ce coup d'État est voulu par la conscience populaire en regardant les succès réalisés par le Mali qui s'affirme, qui s'assume, le Mali qui réinvente son appareil diplomatique en allant vers des relations alternatives, notamment avec l'Algérie, notamment avec la Russie, avec la Turquie et plein d'autres pays. L'Algérie qui ose aller au-delà du monde dessiné par les impérialistes. La nouvelle situation au Burkina Faso met en exergue une profonde transformation en cours sur le continent africain, en grande bifurcation sur différents fronts. Et 2 jours après la prise de pouvoir par l'armée, les réactions s'enchaînent. Elles sont mitigées au sein de la société civile et la classe politique. Le collectif d'organisation de la société civile approuve l'action des militaires. Il estime que le putsch a permis au Burkina Faso d'éviter un champ de ruines. Pour le mouvement Sauvons le Burkina Faso, l'avènement des militaires, je cite, donne raison à nos souffrances et nous permet de féliciter ces jeunes et dignes officiers d'un pays en voie de disparition. Fin de citation. Direction le Mali, autre pays d'Afrique de l'Ouest. Les autorités de la transition ont sommé le gouvernement danois de retirer son contingent récemment déployé au nord du pays dans le cadre de la Task Force Takuba. À ce propos, on écoute Jean-Paul-Éric Youngby, expert en relations internationales et auteur de plusieurs ouvrages sur la question du colonialisme et sécuritaire en Afrique francophone. Les autorités de la transition au Mali souhaitent un départ des troupes danoises, étant donné qu'elles sont arrivées sur le sol malien sans le consentement de ces autorités. Et bien entendu,
l'État malien, à travers la transition, jure que c'est une violation de la souveraineté de ce territoire. En ce moment également, les autorités de la transition souhaitent une renégociation des accords de coopération militaire avec la France. Et si cette demande est faite, c'est tout simplement parce que le Mali est jaloux en ce moment de sa souveraineté et ces autorités maliennes bénéficient d'une effervescence de la population, une population qui a démontré qu'elle est totalement en faveur de la transition. Le Mali en ce moment est jaloux de sa souveraineté et il compte surfer sur ce vent de l'adhésion populaire afin de bien asseoir, bien entendu, tout ce qui concerne sa souveraineté. Et cette souveraineté passe par l'ouverture d'une nouvelle ère avec la... Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré, je cite, « L'Union africaine mobilise le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. » Fin de citation. Ce sont ces mots lors de son audience avec Assimi Goïta, président de la transition malienne. On écoute Moustapha Guitey, premier secrétaire de l'Union nationale des travailleurs maliens. La CEDEAO a su maintenant qu'elle a pris une très mauvaise décision. Elle est en train de faire toutes les tractations qui sont possibles pour réouvrir les négociations avec les autorités de transition du Mali. C'est ce qui explique la visite du président de l'Union africaine au Mali, qui a été émerveillé, passionné par le leadership du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui a expliqué du long en large les préoccupations des Maliens, que d'appuyer lui-même, il l'a dit dans ses propos, le Mali pour sortir de cette transition, et aussi appeler la communauté nationale et internationale à œuvrer pour aider le Mali à éradiquer d'abord ce terrorisme-là qui est un défi sécuritaire majeur. En Éthiopie, reprise des combats des rebelles tigréens dans la région d'Afar, dans l'est du pays. C'est ce qu'annonce le Front de libération du peuple du Tigré. Ces nouveaux combats interviennent quelques semaines après que le gouvernement fédéral ait imposé une halte des hostilités entre ses forces et les rebelles tigréens. Tininen Makassi. Il semble que la hâte des hostilités n'est pas du goût du Front de libération du peuple du Tigré, qui affirme dans un communiqué rendu public, je cite, « Nous avons été obligés de reprendre des mesures fortes pour neutraliser la menace posée par les forces du gouvernement. » En région Afar, région voisine du Tigré, à l'est du pays, mais surtout un axe routier majeur qui relie l'Éthiopie au port de Djibouti. Depuis le début du conflit, la région d'Afar et de l'Amhara, dont les forces se battent aux côtés des forces gouvernementales fédérales d'Ahmed Abiy, ont servi de zone tampon aux rebelles tigréens, non seulement pour se protéger, mais aussi pour avancer plus vite vers la capitale Addis Abeba. D'ailleurs, c'est en décembre dernier que le premier ministre Ahmed Abiy avait imposé une halte des hostilités, après le repli des rebelles tigréens de ces deux zones, suite à une offensive des forces gouvernementales. Pour rappel, les rebelles tigréens sont restés au pouvoir depuis la chute de Mengistu et refusent de reconnaître Ahmed Abiy comme premier ministre légitime du pays. Cette menace des reprises des combats intervient à quelques jours du sommet de l'Union africaine prévu à Addis Abeba le 2 et 6 février prochain. Et à ce propos, on écoute Hamzad Boukhari, historien, spécialiste des questions africaines. Il a été contacté par Tininen Makassi. Alors, les origines du conflit en Éthiopie sont principalement liées au fait que les Tigréens qui ont été longtemps au pouvoir ont décidé, notamment en novembre 2020, de s'en prendre à un certain nombre de bases de l'armée éthiopienne, entraînant en fait une riposte de l'armée fédérale. Et donc, effectivement, en novembre 2020, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé une campagne militaire pour défendre en fait l'intégrité territoriale du pays et éviter que les rebelles érythréens ne reprennent finalement le pouvoir par la force et ne fassent éclater, disloquer la fédération éthiopienne.
Et le Parlement libyen poursuit ses concertations pour une nouvelle formation gouvernementale et la dissolution de celui de Dbeibah. En parallèle, le gouvernement de Tripoli insiste sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le dialogue est engagé entre les deux parties que tout oppose. Leïla Gertal. La situation politique en Libye se complique, rendant toute projection sur le long terme difficile. Après le report des élections du 24 décembre, beaucoup de choses devaient changer, y compris la dissolution du gouvernement de Dbeibah dont la mission s'achève avec l'annulation des élections. Or, cette décision incombe au Parlement de Tobrouk, à sa tête Aguila Salah, qui a déjà convoqué les députés. Plus d'une centaine en tout, le Parlement a décidé de la formation d'une commission œuvrant pour l'établissement d'une nouvelle constitution à la place de celle suspendue par Al-Kadhafi en 1969. Une proposition qui divise au lieu de rassembler. De son côté, le camp de Tripoli, lui, s'attache au projet de constitution de 2017 rédigé par une commission parlementaire soumis à référendum, mais le projet a été enterré. Les dissensions s'accentuent. Le président Aguila Salah ouvre la porte aux candidats pour la présidence du gouvernement. Il poursuit ses efforts pour la constitution d'une nouvelle formation gouvernementale, donc la destitution de la présente, à savoir celle de Abdelhamid Dbeibah. Aguila Salah a également refusé la participation du Haut Conseil d'État libyen, présidé par Khaled Meshri, aux consultations, lui qui n'a pas caché son soutien à Dbeibah dans la poursuite de son travail. Bref, la situation se complique davantage à un moment où elle devrait s'assainir entre Tripoli, le gouvernement, et Tobruk, le Parlement. Le courant n'est jamais passé. Qui obligera Dbeibah à partir? L'ONU, la conseillère de l'ONU ou la constitution qui va s'écrire? Le temps ne joue pas en faveur de la Libye. On va rester en Libye où l'intégration des factions armées dans les institutions a été évoquée par la conseillère spéciale des Nations Unies, Stephanie Williams. Un point soulevé lors de sa rencontre avec le chef du comité militaire 410 à la base navale Abou Sita à Tripoli ce mercredi. Au Soudan, 77 morts et le nouveau bilan des victimes des manifestations depuis octobre dernier, selon le comité des médecins du pays. Le chiffre enfle après le décès d'un manifestant des suites de ses blessures subies lors des protestations du 30 décembre dans la ville d'Unbundem. Et le front de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste monte au créneau au Maroc. Il exprime son rejet des projets de jumelage de certaines villes marocaines comme Azemour, Sofrou, Demnat et Fès avec des villes palestiniennes occupées. Le front voit en cette normalisation un engagement pour la poursuite des crimes contre le peuple palestinien. Et puis le Maroc qui voit rouge s'enfonce économiquement avec une balance budgétaire très largement déficitaire, une situation qui exacerbe les tensions au sein d'une population condamnée à expier les fautes commises par le régime. Khalid Mbatache. Les rêves du Marzen de voir son alliance avec l'entité sioniste rejaillir positivement sur son économie sont en train de se briser sur les rochers des réalités macroéconomiques. En tant qu'association, nous avons toujours lancé les alertes nécessaires pour dire aux responsables qu'il y a un réel danger sur l'argent public. Car à la base, le Maroc a des ressources faibles ou limitées. Nous voulons aller vers le chemin du développement. Il faudra orienter nos efforts dans ce sens au lieu de laisser le pays entre les mains des corrompus et des corrupteurs. Alors qu'à Rabat, tous les voyants sont au rouge. Le tableau de bord économique indique une situation budgétaire catastrophique. Selon l'agence Reuters, le déficit budgétaire s'élèverait en 2021 à près de 7 milliards de dollars. En décembre dernier, la situation des charges et des ressources du Trésor marocain à fin novembre 2021 faisait état d'un déficit budgétaire de 6,8 milliards de dollars, contre 6,4 milliards de dollars une année auparavant. La hausse des dépenses en matière d'énergie depuis la décision souveraine prise par l'Algérie de ne pas renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe risque d'accélérer le rythme de la fonte des maigres réserves de change dont dispose le pays. La pression des importations reste quant à elle très forte. Elles ont progressé de 26% en 2021 selon une note de conjoncture du Haut Commissariat au plan marocain.
Le volume des dettes extérieures publiques du Maroc s'élève à environ 40 milliards de dollars à la fin du mois de septembre 2021. Ajoutons que ce chiffre avait augmenté en 2 mois seulement de 0,3 milliards de dollars par rapport aux statistiques du mois de juillet 2021. Enfin, l'écroulement du tourisme, secteur clé de l'économie marocaine et dont les recettes avaient chuté de 65% à 3 milliards de dollars en début 2021, alors qu'elles se situaient autour des 8 milliards de dollars en 2019, contribue fortement à la paupérisation de la population. Plus de 200 000 salariés ont été renvoyés depuis le début de la pandémie Covid-19. Un mot sur les cours du pétrole. En fin d'après-midi, le Brent de la mer du Nord vient de dépasser un nouveau plafond de verre, celui des $90, soit une hausse de 2,60%. De son côté, le WTI américain s'est niché au-dessus de la barre des $87. Les cours du pétrole restent sur une tendance haussière sur fond de crise entre l'Ukraine et la Russie, se répercute directement sur la demande. On écoute à ce sujet l'analyse de l'expert algérien en énergie, Moustapha Mekidesh. Il faut savoir par ailleurs que les achats européens de gaz russe représentent 43% du total de leurs achats, et l'achat de pétrole de 20%, ce qui fait que s'il y a donc des sanctions, donc ces quantités risquent également de disparaître du marché, et ça a donc un impact sur la hausse des prix. On est dans une situation donc où les prévisions restent difficiles à faire compte tenu de ces évolutions géopolitiques non maîtrisées. Zoom à présent sur les perspectives de l'économie mondiale en 2022 avec un nouveau rapport publié par le Fonds monétaire international. Le constat est peu reluisant car le FMI prévoit une baisse de la croissance mondiale de 5,9% en 2021 à 4,4% en 2022 et à 3,8% en 2023, soit un demi-point de pourcentage de moins que ce qui avait été prévu dans l'édition d'octobre. Le document précise par ailleurs que la forte inflation devrait durer et ce, à cause des tensions qui persistent au niveau des chaînes d'approvisionnement ainsi sur les prix de l'énergie. Commerce extérieur poursuivant une croissance positive pour la deuxième année consécutive. Les exportations algériennes devront repartir à la hausse en volume pour atteindre le seuil de 7 milliards de dollars au cours de l'année 2022. C'est ce qu'indiquent les estimations préliminaires de l'Anexal. Les principaux produits algériens destinés à l'exportation sont les produits pétroliers, le ciment, les matériaux dérivés du pétrole, le fer et l'acier. L'Algérie a exporté 160 produits agricoles en 2021, mais 92% des exportations agricoles totales sont des dattes et 73% est de caroubier et ses dérivés 19%. Pour rappel, les exportations algériennes hors secteur hydrocarbures du 1er janvier 2021 au 30 novembre de la même année se sont élevées à 4,5 milliards de dollars. On va aller au Moyen-Orient, plus précisément au Yémen. L'ONU appelle à relancer les négociations entre le gouvernement et les Houthis sur Hodeïda. Annonce faite dans un tweet simultanément avec l'enclenchement d'une escalade militaire dans le gouvernorat yéménite. Récemment, la coalition arabe a intensifié ses frappes aériennes contre des positions contrôlées par les Houthis dans plusieurs gouvernorats yéménites, dont Sanaa. En Irak, mise en échec d'une attaque au missile visant la province d'Anbar. Une attaque déjouée ce mercredi donc après que 3 roquettes ont visé le district de Karma, faisant 2 blessés parmi les civils. L'attaque au missile est intervenue quelques heures après que la Cour fédérale a rendu une décision légalisant la session parlementaire tenue le 9 janvier. En Syrie, les Nations Unies ont envoyé 70 camions transportant des aides humanitaires destinées aux familles et personnes nécessiteuses d'Idlib dans le nord-ouest du pays. Dans le même temps, les forces kurdes ont annoncé la reprise de la prison prise d'assaut par les terroristes dans la ville de Hasakeh. Dans le dossier santé en Allemagne, ouverture du débat parlementaire sur la vaccination obligatoire. 60% des Allemands se disent favorables. Il n'en reste pas moins que le sujet divise le pays. La mesure pourrait intervenir en Allemagne d'ici la fin mars.
Et lever des restrictions anti-Covid au Danemark le 1er février 2022. Une décision intervenant au moment où le pays enregistre un nombre record de nouveaux cas. Près de 60% des 5,8 millions de Danois ont reçu une dose de rappel avec un mois d'avance sur le calendrier envisagé par les autorités sanitaires. On va rester en Europe pour parler politique. Nouvelle escalade diplomatique entre Américains et Russes concernant le dossier ukrainien. Joe Biden menace de sanctionner personnellement Poutine. La Russie, quant à elle, évoque une hystérie occidentale. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Il y a 30 ans, les soldats de l'OTAN stationnaient à 1200 km de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, ils se trouvent à un peu plus de 100 km. C'est ce qu'a pour habitude de dire Vladimir Poutine. 30 ans plus tard, la crise ukrainienne est au cœur de l'actualité. Le dossier connaît chaque jour un nouveau tournant. Le dernier en date sont les déclarations du président américain Joe Biden, qui conçoit de sanctionner personnellement Vladimir Poutine, du jamais vu dans les relations diplomatiques entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Russie. Sergei Lavrov n'a pas tardé à monter au front devant les députés russes. Le chef de la diplomatie a dénoncé une fois encore l'hystérie occidentale et a déclaré que si une réponse constructive n'arrive pas et que l'Occident poursuit sur sa voie belliqueuse, Moscou prendra, comme le président Vladimir Poutine l'a dit à plus d'une occasion, les mesures de rétorsion nécessaires. Et comme dernier signal d'urgence envoyé de la part de Washington, l'ambassade des États-Unis à Kiev a exhorté ses citoyens à envisager de partir au plus tôt en arguant que la situation en Ukraine pourrait se détériorer sans préavis. Tous les regards sont portés sur la frontière russo-ukrainienne, alors que tout scénario reste envisageable. Et c'est dans ce climat géopolitique sous tension que des navires russes participent à des exercices militaires en mer Noire. Les militaires effectuent une série d'exercices sur l'organisation des communications, la sécurité des manœuvres dans les zones de forte navigation et l'organisation de la défense aérienne en mer. La Pologne a entamé hier la construction d'une nouvelle barrière à sa frontière avec la Biélorussie dans le but d'empêcher l'entrée de migrants sur le territoire polonais. Une barrière longue d'environ 186 km, soit près de la moitié de la longueur totale de la frontière, avec une hauteur de 5,5 mètres. Le nouveau mur coûtera environ 353 millions d'euros et doit être achevé au mois de juin prochain. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a défendu sa place de Premier ministre au Parlement, une place qui a été suspendue à la publication d'un rapport sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. Une enquête a été ouverte hier par Scotland Yard. En Espagne, le président de la Ceuta exhorte le gouvernement espagnol à intégrer l'île dans l'espace Schengen, une mesure pour mettre un terme à l'accès sans visa des habitants marocains de Tétouan et Nador, selon les médias locaux. En mai dernier, des milliers de Marocains candidats à l'immigration ont afflué illégalement dans l'enclave de Ceuta. Les gardes-frontières marocains n'ont pas réagi. La plupart ont été refoulés, mais plus de 1000 mineurs marocains sont restés beaucoup dans les rues. Et pour en parler, Faisal Salah, notre envoyé spécial au Cameroun, est en direct avec nous depuis Douala. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24 News. Quel match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, Fatma. On joue les prolongations, la 115e minute entre Mo Salah et aussi les coéquipiers de Haller. Haller, il a laissé sa place à Zaha. Un match très serré entre les deux formations. Une finale avant l'heure, on peut dire, en 8e de finale fou. On a vu aussi la sortie de Chenaoui blessé, le portier égyptien qui a fait un sauvetage énorme, on va dire, pour les Pharaons. 0-0 pour l'instant. On a attendu beaucoup ce match ici au Cameroun, à Douala, et apparemment c'est le meilleur match de la Coupe d'Afrique des Nations après tous les matchs qu'on a vus. On va dire en ce moment le Maroc attend qui sera l'adversaire du Maroc en quart de finale après les matchs, on va dire, de Gambie, Cameroun en quart de finale. On a l'affiche Burkina Faso-Tunisie. Le Maroc attend, il va choisir entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Peut-être c'est la séance de tir au but qu'il va choisir. Et le Sénégal, il va jouer contre le vainqueur du match de 20h entre le Mali, l'équipe de Mali qui va affronter la Guinée équatoriale. Avec moi, un consultant sportif camerounais, Pensi, Serge, qui va nous parler un petit peu de ce match.
énorme match, on va dire, entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Ouais, une grande affiche, un gros match. C'était le match qu'on attendait. Vous savez, l'Égypte est très mal rentrée dans le tournoi avec une défaite contre le Nigeria. Mais elle a grandi. Et puis actuellement, on a la Côte d'Ivoire qui avait livré un gros match contre l'Algérie. Donc on attendait un gros match. Et c'est le match sur le plan technique, tactique. Il a tout. Donc ce qui nous manque actuellement, ce sont des buts. Mais j'espère qu'au tir au but, on aura beaucoup de buts. Quelques minutes à la fin. Oui, Pronostic. Non, c'est compliqué. Mais il faut attendre la fin du match pour savoir qui va gagner. Parce que vous savez, la séance des tirs au but est une séance compliquée. Je crois que les Égyptiens, comme les Ivoiriens, comme les Camerounais, les Algériens connaissent cette séance des tirs au but. Elle est souvent fatidique pour celui qui perd. Mais attendons de voir ce que va donner le match à la fin. Vous avez bien entendu, Fatma, c'est la séance de tir au but qui va nous donner et va prononcer le nom de l'équipe qui va disputer les quarts de finale face au Maroc. Fatma, vous êtes avec nous? Oui, Faisal Salah. Donc merci pour votre intervention. Vous étiez en direct avec nous depuis Douala au Cameroun. Le match plutôt Égypte-Côte d'Ivoire se départagera après la séance de tir au but. Vous venez de le mentionner. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec MLM Zienne Zitouni. Je vous retrouve demain pour le 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.